Bonjour à tous. Dans la production de Canal 3 Bénin Télévision émettant depuis Cotonou, un nouveau programme désormais. Ce qu'il fallait démontrer, c'est le nom de votre rendez-vous désormais. C'est une émission format entretien de 52 minutes qui va faire opiner par ici des analystes de l'actualité, quelle qu'elle soit. Il n'y aura pas de sujet tabou ni langue de bois. Et pour ce premier numéro, j'ai invité pour vous Anissé Carlos Oké. Il est analyste politique. Monsieur Anissé Carlos Oké, bonjour. Merci d'être là. Merci. Alors l'actualité est bien fournie pour l'heure. On a de la politique, on a de la décentralisation, on a aussi des thématiques liées à la religion et à la culture. Je ne sais pas par quelle thématique il faut commencer, peut-être la politique. Par n'importe quel bout. Hein. On y va déjà. On va commencer donc par la politique. Et le sujet qui me tombe sous la main tout de suite, c'est le congrès du Parti Les Démocrates avec la désignation, faut-il dire, inattendue de Boni Yahi, l'ancien président, à la tête de cette organisation politique. Surprise pour vous? Demi-surprise. Pourquoi parce qu'en réalité, le président Boni Yahi était toujours dans l'arène politique. Hein. Oui, mais pas sous la dénomination de président d'un parti politique. Non, mais il a peut-être formalisé quelque chose qui se faisait déjà dans l'ombre. Hein. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise. Bon. Par contre, moi, je me disais que son ancienne posture, ayant plus de hauteur, l'aurait peut-être amené à rester président d'honneur. Okay. Mais bon, il a décidé de rentrer dans l'arène. Ça pose tout de même un petit problème à la République. Lequel? Le problème que ça pose à la République, c'est que la République perd un grand médiateur potentiel. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de docteurs, beaucoup d'agrégés, mais nous n'avons pas beaucoup d'anciens présidents de la République. On en a deux sur la place. On en a deux. Nicéphore Soglo, qui est aujourd'hui un peu écrasé par le poids de l'âge, et Boni Yahi, que nous pensions avoir encore sous la main pendant au moins 2 décennies à nous aider en tant que médiateur. Ça n'empêche pas qu'il soit... Non, il ne peut plus être médiateur aujourd'hui parce qu'il a perdu sa neutralité. En entrant dans l'arène politique. Mais même en étant président d'honneur d'un parti comme les démocrates, il était déjà était déjà en bonne posture de prise de position. C'est ce que je dis. Oui. Il était déjà dans la politique. Donc il ne pouvait déjà plus être un grand médiateur dans la mesure où il avait un parti pris. D'accord? Ce que la République perd, c'est un potentiel médiateur qui aujourd'hui ne peut plus l'être parce qu'il a choisi, pour des raisons personnelles, de quitter la posture d'ancien président, de quitter sa posture de neutralité, sa posture de sagesse, de la lumière qu'il constituait, pour entrer dans l'arène politique et devenir un homme tout à fait ordinaire comme les autres. Oui, mais on a connu beaucoup d'autres anciens présidents par le passé et ils ne se sont pas positionnés comme des sergents de griffe ou des médiateurs. Hubert Koutkoumbaga, au lendemain de la conférence nationale de forces vives de la nation, ou bien Justin Tometi Armandebe, étaient quand même des anciens présidents qui ont participé aux travaux. On ne les a pas vus en tant que grands médiateurs. Boni Yahi n'est pas innovateur, non? Non. Mais il aurait pu. Il aurait pu décider d'être dans la posture du médiateur. Et ça, nous aurions gagné. Tout le monde aurait gagné. Il aurait fait l'unanimité en étant médiateur. Oui, quand on connaît ces inimitiés avec Patrice Talon, est-ce qu'on peut vraiment espérer une neutralité de l'homme? C'est ça qui pose problème. Le fait que pour des raisons de revanche ou d'affrontement par procuration, il veuille s'asseoir dans le fauteuil d'un président de parti, ça ne le grandit pas plus que la posture dans laquelle il était hier. Mais les meilleurs médiateurs au Bénin, ce n'est pas forcément les acteurs politiques eux-mêmes ou les anciens. Nous n'avons jamais eu de bons médiateurs. On a eu un bon médiateur, l'Église, en 1990, et même après 90, l'Église s'est encore illustrée à maintes reprises pour nous montrer qu'elle était à mesure et à la hauteur de nous favoriser le dialogue. Pour la simple et unique raison que les médiateurs qu'on choisit au sein de l'Église ont une certaine neutralité. Et c'est cette neutralité qu'il était important que Boni Yahi puisse garder pour la République. S'il avait choisi la République. Mais là, il n'a pas choisi la République, il a choisi ses intérêts personnels. Il est descendu dans l'arène. Je ne sais pas trop ce qu'il va y gagner.
Mais bon, les jours Est-ce que le traitement réservé par le régime Talon à son héritage, à la fois politique, économique et social à la tête du Bénin, lui permettait vraiment d'être neutre quand on voit un peu tout ce qu'on dit de lui dans la presse, tout ce qu'on dit de lui au quotidien? Il n'a pas de revanche personnelle à prendre par rapport au programme de son successeur. Il a déroulé son programme sur 10 ans. Son successeur a proposé aux Béninois de rompre avec le programme qui a été déroulé sur 10 ans. Donc il n'a pas de revanche à prendre. Donc pour vous, c'est de la revanche. Alors qu'est-ce qui va changer dans la vie du parti aujourd'hui? Ce qui va changer, c'est que peut-être il y aura quelques frictions qui vont naître. De mon point de vue personnel, je pense que Éric Ndete n'a pas été remplacé parce que Boni Yayi voulait absolument être président d'honneur. On fera son bilan tout à l'heure. Je pense, pour ma part, qu'on lui reprochait d'être un peu moins agressif, d'être un peu moins entreprenant dans le combat pour affronter le régime. Et donc, si Boni Yayi s'assoit dans ce fauteuil-là, ce n'est pas pour que la République soit totalement en paix. Donc rien ne va fondamentalement changer dans la vie du parti, où on aura un parti plus agressif, plus présent. Je pense que ce qui va fondamentalement changer, c'est les plans qui seront désormais un peu plus agressifs. Les plans seront plus agressifs. Et sur la scène politique? Sur la scène politique, j'en venais justement sur la scène politique, je pense que l'arrivée de Boni Yayi, ça ne crée pas de problème particulier. Sur la scène politique? Sur la scène politique. Parce que nous avons des lois et que la République sait répondre lorsqu'elle est provoquée. Parce que ce que les hommes politiques souvent ignorent un peu, c'est qu'il y a possibilité de faire de la contestation, de faire des revendications, de s'opposer et tout, mais dans tout ça, il ne faut rien faire pour affronter l'État. Parce qu'en voulant affronter le président qu'on confond avec le chef de l'État, la personne du président qu'on confond avec le chef de l'État, on engage parfois des actions qui conduisent des gens en prison parce que les méthodes utilisées sont des méthodes d'affrontement de l'État. Les manifestations publiques, c'est les affrontements? Les manifestations publiques pacifiques. On a vu des marches interdites, mais c'était des marches pacifiques. Pacifiques, mais on est descendu ramasser quelques jeunes qu'on a gardés pendant quelques jours en prison. Bon, si ce sont des manifestations interdites, il y a quand même des raisons pour lesquelles ces manifestations ont été interdites. Je suppose, hein. Je ne sais pas de quelle manifestation vous parlez. Mais je pense surtout à une chose. Laquelle? Vous savez, Boni Yayi, il a un trait de caractère qui personnellement m'inquiète un peu. Comment ça? C'est qu'il agit par délégation, par procuration. Comment ça? Par le passé, quand j'ai observé l'homme, quand il était dans le fauteuil présidentiel, vous verrez que quand un ministre tient des propos qui risquent de le rendre impopulaire, ce ministre est automatiquement désavoué. C'est arrivé avec Grégoire Akofodji dans l'affaire d'Anivor, c'est arrivé avec Soumanou, qui est ambassadeur aujourd'hui dans l'affaire du pétrole, Payon, qu'on voulait réprimer. C'est arrivé avec un autre ministre dans l'affaire des chefs-lieux de département qu'on devait désigner. Mais des ministres désavoués, ce n'est pas sous Boni Yayi seul. Non, non. J'ai donné ces exemples-là pour en venir au plat de résistance. Ok, lequel? Vous savez que nous avons confié la gestion de notre pays. Nous avons confié la gestion de nos ressources au président Boni Yayi en 2006, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsqu'un jour, il y a eu des difficultés, sans rire, il est venu nous dire que la gestion du poumon de l'économie nationale a été concédée à une société privée pendant qu'il était absent et qu'il n'a pas du tout su comment ça s'est fait dans son dos. Alors, ça, en tant que premier responsable d'un pays, je pense que avouer les choses comme ça, c'est se disqualifier totalement. C'est un crime d'être honnête. Ce n'est pas
d'être honnête qui pose le problème. Oui. C'est de dire... C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un conseil des ministres. Je suis président... Auquel il n'a pas participé. On lui a fait un compte rendu. Puis après, il a découvert qu'en réalité, le compte rendu qu'on lui a fait est totalement différent de ce qui s'est passé lors du conseil des ministres. Tanguy. Oui. Vous êtes un agent de Canal 3. Oui. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des limites dans ce que vous pouvez prendre comme décision par rapport au directeur général? Ça, c'est clair. Mais si le directeur me fait tenir une réunion et me donne les pleins pouvoirs, je prends les décisions en son nom. S'il vous donne les pleins pouvoirs pour céder ce que je considère comme le fleuron de notre patrimoine économique à un opérateur, je ne connais pas les dessous du contrat. Je ne dis pas que le contrat est mauvais. De toute façon, on a mais je dis, non, Tanguy, c'est très important de le dire. On va avancer un peu, on ne va pas se focaliser sur Boni. Non, c'est très important ce que je dis. Si je n'explique pas bien, on va penser que j'ai quelque chose contre la personne de Boni Yahi. Non. Mais lorsque il y a des difficultés à assumer en tant que responsable, si je vous confie quelque chose et que vous le faites, si vous le faites mal, en quoi est-ce que je me considère ce caractère-là va poser un problème dans le débat aujourd'hui? Parce que, justement, un feu peut être allumé demain dans le pays, que vous allez retrouver Boni Yahi au Nigeria, lever les bras au ciel en disant « Bon Dieu, j'étais dans le champ. » Qu'il ne savait pas. J'étais dans le champ d'Obasanjo en train de l'aider à compter ses bœufs et je ne sais pas comment ça s'est passé. On sait très bien, les acteurs politiques, qui qu'ils soient, ils sont très manipulateurs. Hein, donc il faut faire très attention aussi par rapport à leur comportement sur la place publique. Allez, on va observer un peu Eric Rondeté qui a cédé son fauteuil à Boni Yahi. Pour vous, c'est une rétrogradation ou c'est... ma foi, une humilité de la part de l'homme de céder son fauteuil à quelqu'un d'autre? On dirait humilité s'il avait pris la décision par lui-même. Ah, cela lui a été imposé? C'est très clair. Ah bon? Comment c'est très clair. Parce qu'il y avait eu un bras de fer au sein du parti, où des gens ne voulaient pas du tout de Rondeté. Il y a une aile qui voulait le faire partir déjà. Bon, donc, Boni Yahi est arrivé un peu comme un arbitre pour sauver les meubles. Mais il aurait pu, en sauvant les meubles, jouer les médiateurs et expliquer aux gens que non, nous avons déjà un président. S'il y a des griefs contre le président, ben, on discute. Mais le président reste président. Mais est-ce que peut-être il a fait des tentatives, il a engagé des tentatives de négociation? C'est pour ça que je vous dis que dans tous les cas, Eric Rondeté n'a pas cédé le fauteuil de gré. C'est ça. Il l'a cédé de force. Or, le parcours de l'homme que je connais, Eric Rondeté, c'est un parcours de... C'est un homme... il est républicain, Eric Rondeté. On ne peut pas l'attendre dans des démonstrations de force contre un adversaire politique, au-delà de ce que la loi autorise. On l'a vu très hargneux, on l'a vu très décisif quand il était député à l'Assemblée nationale sous la présidence de Boni Yahi. C'est pour ça que je vous dis qu'il est républicain. Être teigneux à l'Assemblée nationale, dans une démocratie, on ne peut pas souhaiter mieux. Il est toujours à l'Assemblée nationale, mais il n'est pas aussi teigneux sous Patrice Talon. Ah, vous voulez dire qu'il a... Ah non, j'ai rien dit, je fais un constat. C'est vous l'analyste, dites-moi dites-moi ce que vous pensez de cette différence de comportement entre Eric Rondeté sous Yahi et Eric Rondeté silencieux sous... Je crois qu'Eric Rondeté n'a jamais été vraiment à l'aise dans son boubou de président du Parti Les Démocrates. Ah oui? Non. Pourquoi? Parce que revenez en arrière et vous verrez qu'il était l'un des grands pourfendeurs du régime de Yahi. Donc il savait que de toute façon... Oui, mais ça, les imbéciles ne changent pas. Il savait de toute façon qu'il fallait que les choses changent et qu'il fallait que quelqu'un essaye de les changer. Absolument. Mais pendant qu'on essaie de les changer, vous n'allez pas continuer de pourfendre. C'est un peu ça. Donc il est dans une posture de quelqu'un qui sait qu'il faut que ça change. Mais bon, pour les lois électorales, vous avez vu, il a quand même eu un rôle pas très républicain, mais bon... Ah, enfin, il est encore aussi pas très républicain là-bas. Allez, on va changer de sujet, mais on va rester toujours politique. Hein. On va toujours parler de partis politiques. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un autre parti de l'opposition, les Forces connues pour un Bénin émergent, qui était à des assises récemment, et qui, au terme de ces assises, vont faire beaucoup de reproches, notamment à tout notre système électoral et partisan aujourd'hui. On va commencer déjà par les reproches à la liste électorale. C'est quand même curieux que cela vienne de la part des FCBE. Non, ça n'a rien de curieux. Parce que, comme vous venez de le dire, les hommes politiques
ils ont leur manière de changer de veste à tout moment. Je crois que ça, c'était un congrès opportuniste. Ah ouais? Je crois que ça, c'était comment on dit, des reproches opportunistes. Ils en ont beaucoup, hein? On va les passer on va les passer. À l'analyse. Parce que je pense que LFCBE n'était pas au départ, parmi les personnes qui étaient fondées à critiquer les lois électorales. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça leur convenait bien. Mais ils disent, ça ne nous convenait pas, mais bon, on est quand même allé aux élections pour sauver les meubles. Ils voulaient éviter un blocage de la République, ils voulaient éviter qu'on aille vers une situation incontrôlable, étant donné que les autres ne voulaient pas vraiment participer aux consultations électorales. Ils ont dû se sacrifier alors? Oui, c'est ce qu'on lit, enfin. Je ne pense pas qu'en politique, on se sacrifie pour... Au nom de la nation? Non, pour que l'adversaire puisse prospérer, non, je ne crois pas. Et c'est pour ça que je doute de la sincérité. Mais, il faut dire que les reproches qui sont faits là sont, entre nous, assez pertinentes. Ah oui? Mais qu'elles soient portées par FCBE, c'est ça qui me pose problème. C'est quoi? On ne peut pas dire la vérité même quand on est sale? La vérité, c'est la vérité. Oui, mais vous savez, FCBE est constitué de personnes qui avaient dirigé la République pendant les 10 dernières années. Absolument. Et FCBE, aujourd'hui, ne peut pas se dédire par rapport au bilan des années Yahi. D'accord? Les réformes là ont été faites contre le courant auquel ils appartenaient. À un moment donné, ils ont dit, bon, nous, ça nous convient parce qu'on veut aller. Vous savez, ils ne seraient pas allés à ces élections-là. Leur sort aurait été scellé depuis longtemps. C'est parce qu'il y avait un vide devant qu'ils sont allés à ces élections-là, qu'ils ont pu quand même glaner quelque chose et qu'ils existent aujourd'hui. Et qu'ils existent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour les beaux yeux des Béninois qui l'ont fait. Ils sont contents par rapport au système de parrainage. Ils disent que tel que c'est fait là, une seule personne peut avoir pratiquement les 95% de parrainage à lui tout seul. Et à la vérité, c'était vrai parce qu'en 2021, quelqu'un a eu, ma foi, les 4/5e, alors que d'autres candidats étaient en train de peiner pour avoir ne serait-ce que 2 ou 3. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que les lois électorales telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas très justes, ne sont pas équitables. Ça, il faut le dire. Mais nous n'avons pas un problème de loi, Tanguy. Comment ça? Le problème que nous avons, c'est nos hommes politiques. Quel problème ils ont? Les plus belles lois de la République auront quand même des adversaires. Alors, le grief des FCBE, c'est quand même pertinent. Alors, est-ce que c'était vraiment un problème d'homme? Est-ce que quelque part aussi le modèle... La loi peut limiter par exemple le nombre de parrainages par candidat. Toutes les lois qui existent sur cette terre sont potentiellement chrysogènes. Toutes les lois qui existent sur cette terre sont potentiellement chrysogènes. Mais celles qui sont relevées comme étant chrysogènes sont relevées par les personnes qui ont la possibilité de relever et qui ont la possibilité de créer une crise à partir de ces lois. Il n'y a aucune loi sur terre qui ne soit restrictive et qui ne soit contraignante. D'accord? Ouais. Le tout, c'est de savoir à qui ça profite et à qui ça ne profite pas. Mais comme on a donné aux hommes politiques la possibilité d'être critiques vis-à-vis des lois, tant que ça ne les avantage pas, ils vont critiquer. À l'occasion, on a suivi un peu la complainte de celui qui était le chef de file de l'opposition, Paul Rouquet, secrétaire exécutif national de ce parti, se plaint justement du fait qu'il n'ait pas pu profiter suffisamment de son statut de chef de file de l'opposition parce que les décrets ne sont pas sortis. Mais il n'a pas tort. Oui, mais la République... On ne l'a pas non plus vu en train de le demander sur la place publique. Hein. C'est un peu ça aussi, ce que je vous disais tantôt.
Paul Rompé, au fond de lui, sait qu'il ne mérite pas tout à fait d'être le chef de file de l'opposition. Il le sait. Comment il ne mérite pas? Il a un parti politique qui est allé aux élections, ils ont fait élire des maires. C'est une question de légitimité, pas que de légalité. C'est aussi une question de légitimité. Et qui mesure la légitimité? C'est qui délivre la légitimité entre les populations qui sont quand même allées voter pour ce parti et celles qui sont restées à la maison? Qui octroie la légitimité? Paul Rompé, je vous l'ai dit tantôt, son parti n'a obtenu ce score que parce qu'il n'y avait pas de concurrents. C'est tout. Et il sait très bien que s'il y avait des concurrents, il n'aurait jamais pu avoir cette posture. On va passer à un autre sujet. Je ne sais pas si cela vous intéresserait bien. On a célébré récemment la date anniversaire du 26 octobre 1972. Alors, le 26 octobre au Bénin, ça rappelle un peu l'avènement donc du régime militaire à la tête du pays de 1972 à 1989, avant la conférence de 1990. Quand vous voyez un peu le parcours, quand vous voyez un peu le temps qu'on a mis là, est-ce qu'il y a vraiment des souvenirs qu'il faut garder de cette époque-là? Personnellement, je garde beaucoup de souvenirs de cette époque. Parce que je suis un peu comme un enfant de la Révolution. Et avec le recul, j'ai des regrets. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons laissé de beaux joyaux derrière nous qui auraient pu être de belles parures, quoi. Qui viennent de la Révolution? De la Révolution. Lesquels? Vous savez, moi j'avais 10 ans. Quand on m'a fait faire la première formation patriotique, idéologique et pré-militaire. On est venu m'arracher à mes parents pendant 15 jours pour m'enseigner la discipline, pour me donner le sens du patriotisme. Et j'ai été formaté pratiquement à ce moment-là parce que depuis, je ne suis plus le même homme. Je ne suis pas le même homme que j'aurais pu être si je n'avais pas fait cette formation. Ça vous a beaucoup aidé? Croyez-moi, quand je regarde certaines personnes aujourd'hui, des jeunes surtout, je me dis que nous sommes en train de perdre toute la jeunesse que nous aurions pu sauver et rendre patriote. Mais la crise n'est pas spécifique au Bénin. Non, ce n'est pas parce que dans les autres pays, il y a de la crise que ça devrait être pareil chez nous. Nous avons fait la révolution à un moment où aucun pays, parmi ceux qui font coup d'État aujourd'hui, n'avait encore identifié le problème. Tanguy, on va faire un peu d'histoire. Disons. Le 26 octobre 1972, quand l'équipe de la junte a pris le pouvoir, ils ont eu le mérite de dire très clairement pourquoi ils sont venus au pouvoir. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas d'un monstre à trois têtes et ça s'est arrêté là. Non, même l'idéologie qu'ils se sont appropriée après. Non. Ils ont dû mettre les jeunes en compétition pour finalement voir adopter une idéologie parmi toutes. Ça, c'est ce que beaucoup d'observateurs disent, mais ce n'est pas vrai. Ah bon? Non. Ils étaient venus avec une idéologie? Ils sont venus avec des idées très claires. C'est-à-dire, quand on vient au pouvoir, il faut pouvoir dire ce qu'on est venu faire. Oui, à part mettre... à part la révolution... Oui, à part mettre derrière le cachot ou derrière... enfin, comment ils ont appelé ça? Le Conseil de l'Entente. Derrière les murs du Conseil de l'Entente, mettre les trois anciens chefs d'État. Ils avaient quelle autre idée, les militaires au pouvoir? Je vais vous dire. Oui. Je ne fais pas l'apologie de la révolution. Non, absolument. Même si je regrette très sincèrement que les barons de la révolution, c'est-à-dire que les maîtres d'œuvre de la révolution n'aient pas laissé des écrits. Ça, c'est une partie de notre histoire qui ne doit pas être passée par perte et profit. Parce que nous en avons vécu des choses que tout le monde a balayé du revers de la main à la conférence nationale en disant « Bon, ben écoutez, cette phase-là est terminée, on passe à autre chose. » Non. Les révolutionnaires, dans le discours programme, c'est en une seule phrase qu'ils ont dit pourquoi ils sont venus. La caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays est la domination étrangère. Tous les autres problèmes qui en découlent n'ont pour fondement que ce diagnostic-là. Est-ce que ce n'était pas dans ce diagnostic que tout le monde... Non. Le monde était clivé.
Ce diagnostic que ce diagnostic que les pays du Sahel sont en train de faire aujourd'hui a été fait en 1972. Et les révolutionnaires ne se sont pas contentés de faire le diagnostic. Ils ont donné aussi la solution au problème. Il s'agira de liquider définitivement l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qui la portent. Et ce qui a suivi, c'est la nationalisation massive et maladroite, maladroite même des structures privées. C'est pourquoi je dis que le diagnostic qui est fait aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les gens du Sahel le font. Nous, on l'avait fait depuis longtemps. Oui, mais ce qui a suivi, c'est la nationalisation. À la fin, on a même comme qui dirait, comment, on a pris les écoles confessionnelles pour que les enfants du Dahomey ne continuent pas à être abrutis par des gens venus d'ailleurs. Par la religion. Par la religion. On a réquisitionné les écoles et à un moment, personne n'avait le droit de porter le costume dans ce pays. Par décision du gouvernement. D'accord? Pour ne pas être identifié comme le produit fini de l'école coloniale. Au moins, il y avait de la clarté, il y avait de la précision, mais ça, il y avait de la concision. Est-ce que dans le fond, on a changé véritablement les enfants? Il y avait surtout une exhortation que personnellement je n'oublie jamais. Laquelle? Comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, sur l'initiative créatrice des larges masses. Qu'est-ce qui a fait que tout cela a échoué en 89? Tout cela a échoué. Ça ne se dit pas souvent, mais tout cela a échoué parce que la révolution a été asphyxiée de l'extérieur. Comment? Il n'y avait plus d'argent. Ouais, mais les partenaires... Si vous comptez sur vos forces, comment ils peuvent... Les partenaires avaient... Non, oui. Vous savez, ce qu'ils ont dit au début, ça n'a pas continué longtemps. Ok. Donc en fait... Aucun pouvoir militaire ne fait plus de 5 ans d'état de grâce, il n'y en a pas. En réalité, c'est donc pas de l'extérieur. Non. Les acteurs eux-mêmes n'ont pas répondu. Il y a eu certaines gabégies dans la gestion des fonds, il y a eu beaucoup de désordre. Curieux. Et la révolution a été, je dis, elle a été asphyxiée de dehors. Et pour ceux qui se rappellent, le président Kérékou a fait un voyage de plus de 2 semaines pour passer de pays en pays, demander aux gens de bien vouloir desserrer les taux. Et ça ne s'est pas fait. Et donc... C'est quoi, il n'a pas pris conseil chez Fidel Castro? Lui qui est resté quand même en autarcie. Voilà l'un des aspects que j'avais oublié. Vous savez que pendant cette période-là, les étudiants béninois étaient majoritairement formés dans les pays de l'Est. En Russie, en Chine, en Corée, à Cuba. Oui. Et à un moment, on avait l'impression que, bon... on avait tourné le dos aux colonialistes. D'accord? Oui, rapidement pour consommer. On avait vraiment enclenché une guerre contre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme et tout ça. Mais tout ça s'est soldé à la conférence nationale. Parce qu'il y avait un échec patent. Patent. C'est clair. Où on a tout balayé en disant, bon, on retourne en arrière. Et le retour en arrière s'est fait au détriment de beaucoup de choses que nous avons laissé derrière et que nous allons... Dans la formation au civisme, au civisme triple militaire. Parce que je suis convaincu que pour gagner une génération, il faut la prendre à partir de 10 ans. C'est quand même curieux qu'aujourd'hui, quand on voit un peu dans la sous-région, et même au-delà de la sous-région, au niveau du continent, que des populations applaudissent l'avènement, je dois dire, d'un coup d'État et peut-être même d'une révolution qui ne dit certainement pas son nom. Vous voyez un peu la marche au Mali, vous voyez un peu la marche du jeune homme à Ouagadougou. C'est quand même des révolutions qui ne disent pas leur nom. C'est quand même curieux qu'après ces expériences-là, où on a vu quand même à Cotonou échouer les militaires, que ce soit aussi à Kinshasa que le Zaïre ait échoué, qu'aujourd'hui les gens se réjouissent quand même que les militaires reprennent le pouvoir. Non, vous savez, les gens s'étaient réjouis quand le gouvernement... Absolument. En 1972, c'était une liesse populaire. Tout changement
Suscite espoir. Suscite espoir et conduit à une liesse populaire. Tout changement. Ah oui? Parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas très contents. Quel que soit le régime, tout le monde ne peut pas être content. Il y a des gens qui ne sont jamais très contents. Et quand on dit qu'on a fait tomber un tel président, parce que l'état de grâce, pour un civil, c'est peut-être 2 ou 3 ans. Pour un président, quel qu'il soit, l'état de grâce, c'est peut-être 2 ou 3 ans. Les militaires, après 3 ou 4 ans, ils sont obligés d'entrer dans une dictature féroce s'ils doivent continuer de rester. Et vous suivez bien ce qui se passe dans le Maghreb, vous verrez que l'état de grâce ne va pas durer au-delà de 3 ans. Le Maghreb ou le Sahel? Ah, le Sahel, j'allais dire, pardon. L'état de grâce, quoi qu'il puisse faire, l'état de grâce ne va pas durer parce que... Mais Assimi Goïta, il est en place, ça fait un bon bout de temps, hein, et la côte, elle est toujours au top. Les décisions, ça passe. On a vu le dernier référendum, c'est passé comme une lettre à la poste. Continuez d'observer. Vous verrez. Pourquoi? Parce que déjà, la coopération, telle qu'elle était auparavant, a été réduite avec les pays de l'Union européenne et avec même des pays de la sous-région comme la CEDEAO. Déjà, vous aviez un flux d'argent, un flux d'échange, et vous êtes en difficulté. Mais quand vous cessez d'avoir ce flux, votre pays en subit les coûts pendant au moins une décennie. Donc aujourd'hui, on va continuer à vivre ils n'ont peut-être pas encore tous les... Au dépend des aides. Est-ce que vous ne pensez véritablement pas que quand Ibrahim Traoré dit il faut arrêter les aides, on n'en a plus besoin, qu'il a tort vraiment? Je vous ai dit que la révolution béninoise a été la première il y a 50 ans à le dire. Et pendant ce temps, tous les pays autour de nous s'étaient désolidarisés de cette révolution. Ça n'a pas fait long feu. Pourquoi? Parce que il y a de gros intérêts qui sont dérangés quand vous faites de la révolution. Peut-être que les peuples eux-mêmes ne sont pas encore prêts pour la révolution véritablement. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire. C'est beaucoup exigeant et c'est beaucoup de sacrifices. Il y a quelques leaders qui sont éclairés, qui émergent et qui ont envie de tout changer tout de suite, mais la mentalité collective n'est pas encore prête à faire ce changement. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes très pessimiste au niveau de l'avenir. Je vous ai dit tout à l'heure. Nous avions déjà avancé sur le plan du... à bas le colonialiste, à bas l'impérialiste. Il faut compter sur nos propres forces, il faut y aller par nous-mêmes. Et les structures de l'État, les structures des jeunes, des femmes, tout était bâti sur le modèle socialiste. Pour que nous n'ayons pas besoin de continuer de solliciter de l'aide. D'accord? Et puis après, le PAS s'est imposé à nous, programme d'ajustement structurel. Ça s'est imposé à nous, hein, ils savent comment ils font. Mais à la conférence nationale, toute l'élite intellectuelle est rentrée, qui était en exil, est rentrée et a balayé du revers de la main tout cela en disant c'est fini, cette guerre contre l'impérialisme, cette guerre contre le colonialisme, c'est fini tout ça. Et ça a été suivi des faits, puisque les sociétés qui avaient été nationalisées ont été rétrocédées. Les écoles confessionnelles qui avaient été réquisitionnées ont été rétrocédées. Donc, on n'a plus aucun problème avec le colon. Qui a décidé ça? C'est ça la démocratie, non? Ça nous permet quand même de Donc, ce n'est pas demain la veille du jour où nous nous passerons de... Et je disais que vous êtes très pessimiste par rapport à l'avenir de ces révolutions. Je suis pessimiste. Vous savez, c'est le général... non, c'est le président Pompidou qui, en 1972, quand il est allé au Togo, en contournant le Bénin qui avait fait son coup d'État, a enregistré de la part du président Yadema une doléance par rapport à la libération du franc CFA. Et il a dû lui dire, mais vous voulez votre monnaie, prenez-la. Organisez-vous pour la prendre. Et en touchant quelques mots à des chefs d'État de la sous-région, ils ont eu l'idée de créer une communauté. Parce que c'est la première chose à faire. Il faut déjà créer une communauté économique viable qui puisse avoir des agrégats économiques qui soutiennent la création d'une monnaie. Vous savez que quand on fait un coup d'État dans un pays de la CEDEAO, ça nous éloigne de la possibilité de sortir du CFA.
Comment ça? Quel est le lien? Parce que le pays qui subit ce coup d'État se retrouve isolé. La coopération est coupée avec tout le monde. Regardez, les pays qui sont sous sanctions. Est-ce que justement ces options avec la CEDEAO ne sont pas des options maladroites d'elles qu'on condamne et puis on isole le pays, alors même que ça n'a jamais fait plier les militaires? Je pense que ce sont des options qu'on aurait pu assouplir ou étudier autrement. Parce qu'il y a de la régression. Les pays en question vont connaître de gros problèmes économiques. Il n'y a rien à faire. Parce que l'économie, c'est de la science, ce n'est pas des incantations, ce n'est pas du bavardage. Si les agrégats macroéconomiques ne sont pas viables, votre économie n'est pas viable, il n'y a rien à faire. D'accord? Voilà que maintenant, il y a 3, 4, 5... C'est pour ça que la CEDEAO, à un moment donné, a eu une réaction parfaitement, je vais dire, violente par rapport au Niger. Sur le premier coup, on pouvait se dire, bon, ben, c'est préoccupant, mais bon. Parce qu'en réalité, les États ont concédé une partie de leur souveraineté à la CEDEAO, mais pas toute la souveraineté. Donc, vous faites ce que vous voulez. D'accord? C'est pour ça que dans les pays où on fait tripatouillage de constitution, la CEDEAO, elle n'a rien à dire. Dès lors que vous avez suivi le process et qu'on a eu un référendum, il y a une majorité qui a dit oui, bon, la CEDEAO n'a rien à dire. Mais alors, quand il y a deuxième coup d'État, ça commence à devenir préoccupant. Troisième, c'est carrément inquiétant. Et quatrième, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi la réaction de la CEDEAO a été graduelle. Je regrette beaucoup que la CEDEAO n'ait pas un appareil pour communiquer avec la masse. C'est quoi? C'est les chefs d'État qui ont quand même tout l'appareil de communication de leur pays à leur portée. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a des difficultés de communication chez lui. Je pense qu'il n'appartient pas à chaque pays de communiquer chez lui par rapport à ce qui se fait à la CEDEAO. La CEDEAO elle-même doit avoir une machine de communication vers la masse, qu'elle explique un peu ce qui se passe. Voilà, les tenants et les aboutissants des décisions qu'elle prend. Parce que les décisions qu'elle a prises là, il n'y en a aucune qui soit véritablement à critiquer. Allez, on va passer à un autre sujet. On va retourner à la politique, même si on ne s'était pas éloigné vraiment. La démission d'Osvaldo Meki et puis cette question de suscitation de candidature. On va commencer déjà par la démission elle-même. C'était vraiment inattendu. On attendait qu'il soit peut-être remercié à plusieurs occasions d'ailleurs, à cause de quelques rumeurs qui circulaient déjà et de ses prises de position, qu'elles soient politiques ou même dans le chantier qu'on lui a confié. Mais ce n'est pas un remerciement qui est venu, c'est plutôt lui qui a claqué la porte. Ça, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qu'on veut nous faire croire. Sinon, ce que vous voyez, c'est quoi, vous? Ce que je vois, c'est une manière élégante de faire sortir quelqu'un pour qui on a un peu d'affection. Osvaldo Meki... Vous êtes très condescendant là. Osvaldo Meki, c'est un gars, c'est un jeune qui est brillant. C'est un jeune qui sait se battre et qui sait se faire respecter. Mais je ne le vois pas dans un rôle d'ingratitude. C'est ce qui coince dans ma gorge. Ce serait de l'ingratitude de sa part de claquer la porte quand quelqu'un vous a fait ministre pendant 7 ans. Non, peut-être qu'il est fatigué, il est allé voir son grand président et puis lui dire, eh ben, écoute, les charges sont vraiment lourdes sur mes épaules. Si j'en crois les engueulades qu'il y a dû avoir un peu avant la démission, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Et je pense, quand je regarde les autres ministres qu'on a sortis du gouvernement, ils n'ont pas eu droit à autant de délicatesse. Donc je pense qu'ils bénéficient d'une certaine affection, mais qu'il y a eu un problème pour lequel quel est le problème qui a pu bien se poser pour que cela arrive? Très honnêtement, je ne peux pas le dire. Je pense qu'on nous a servi un dessert avec cette affaire de suscitation de candidature, un hors d'œuvre avec cette affaire de suscitation de candidature et qu'il y a quelque part un plat de résistance qui attend quelque part et dont nous n'avons pas connaissance. Ce qui est curieux, c'est que l'UPR, le parti auquel il appartient, ne dit rien. Vous trouvez ça curieux, non? C'est curieux parce que si c'était une affaire de suscitation de candidature, ça serait l'affaire du parti. Pas l'affaire du président. Le président, en passant, peut l'engueuler. Ça fait partie de ses prérogatives, d'engueuler son ministre. Ça, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais
le reproche en lui-même devrait venir du parti politique qui doit appeler son membre et le rappeler à l'ordre. Mais le parti ne l'a même pas fait. Ça veut dire que ce problème n'était pas si important pour que le parti en fasse l'ordre du jour d'une réunion. Tout à fait. Donc ça ne suffit pas. Il appartient à une instance assez importante. C'est pour ça que je pense que ça ne suffit pas pour claquer la porte du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez du profil de son remplaçant? On a vu, c'est vrai que Omeki, ce n'est pas le grand sportif amoureux, etc., qui a un palmarès sportif loin, mais il a quand même tenu le département. Donc on ne saurait exiger que son remplaçant ait un profil de sportif, mais quand même, à péricliter un auditeur à la tête du ministère des Sports, c'est quand même curieux aussi. Hein. Vous savez, un ministre, c'est pas lui qui travaille sur les dossiers, c'est un meneur d'hommes. Un ministre, c'est un meneur d'hommes. Et vous pouvez mettre notre ministre de la Défense. Vous savez quelle est sa profession? Oui, il est médecin. Oui, mais la défense et les sports... Ah non, c'est un meneur d'hommes. Et le gouvernement a un programme d'action. Donc, ce n'est pas le ministre qui vient avec son programme d'action. Le gouvernement a un programme d'action qu'il appartient juste au ministre de mettre en œuvre de manière organisée et rigoureuse. C'est tout, c'est tout. Vous avez compris quelque chose à la vague de démission du secrétaire exécutif, là? Non, mais il est certain qu'il y a un malaise quelque part. Il est certain que cette réforme coince quelque part et qu'il est nécessaire de s'asseoir pour revisiter ces textes-là et les corriger. C'est quand même curieux. Pour la simple raison que les gens qui sont promus à des postes comme ceux des SE n'ont aucune raison de démissionner. À moins que vraiment il y ait un gros problème. Oui, mais le dépaysement peut être un problème. Hein. On voyait une dame, Rondanungo, je présume qu'elle est de la partie méridionale de Bénin, se retrouver à Tukuntuna, par exemple. Il y a un problème de dépaysement et d'intégration sociale aussi. Ce n'est pas la même langue. Vous croyez vraiment à ce que vous dites là? Non, je fais des suppositions. Non. On est toujours en train de surfer sur les différents tableaux qui peuvent... Mais non. Quand on est fonctionnaire de l'État, c'est partout où besoin sera. Absolument, oui. Donc, je ne pense pas que le dépaysement fasse partie des raisons... Les rapports avec les maires, c'est quand même surprenant. Les maires avaient salué peut-être l'intervention du maire de Koumassé entre-temps. Tout le reste avait quand même applaudi des pieds et des mains pour dire que c'est une magie sortie de la besace gouvernementale. Mais là, ce n'est pas la bonne intelligence. Je pense que sur le papier, la réforme n'est pas mauvaise. Sur le papier, elle n'est pas mauvaise. C'est dans l'application, dans la mise en œuvre, que ça coince un peu, parce que tout homme qui détient un peu de pouvoir a toujours tendance à en faire un peu plus qu'on ne lui a donné de pouvoir. Et surtout, les maires, s'ils avaient été élus après l'avènement des SE, ils auraient pu s'accommoder un peu du pouvoir des SE. Mais ils étaient déjà en place, ils avaient déjà des prérogatives pleines. Et on arrive un matin, on leur dit non, il faut les restreindre. Et à côté, vous avez tel et tel avantage. Mais le maire, l'habitude est une seconde nature. Le maire avait déjà l'habitude d'occuper pleinement l'espace. Et d'intervenir sur c'est clair. Il est clair qu'un fonctionnaire ne peut pas arriver, commencer à lui dire, bon, ben, écoutez, monsieur le maire, ça, ce sont mes prérogatives, ça, vous ne devez plus le faire, ça, c'est... Naturellement, ça coince, parce que de bout en bout, il y a des processus que le maire conduisait sans... Oui, mais quand vous dites qu'on doit s'asseoir pour discuter, on va discuter de quoi? Quand les marges sont claires, que la loi elle est claire, mais que ce sont les acteurs qui, dans leur volonté, Alors, il faut les sensibiliser sur le fait qu'est-ce qu'on va faire. Je vous avais dit tantôt que toutes les lois sont bonnes, a priori. A priori. Et puisqu'elles sont pensées quand même par des gens, pour qu'on aille de l'avant. N'est-ce pas? Mais ce sont les hommes qui refusent toujours d'abandonner des privilèges. Bon. Cette mandature-là, comme je vous l'ai dit, aura peut-être des problèmes. Parce que les maires étaient déjà installés, avaient déjà leurs habitudes. Donc c'est normal. Le SE, c'est un fonctionnaire qui a débarqué. Il n'est pas politique. Et lui, il n'est pas obligé non plus
de compter avec les réalités politiques, il s'en fiche. Or, le maire, c'est un homme politique, donc il fait attention à ce qui le rend impopulaire, il fait attention à ce qui l'empêche d'avoir un gain politique. C'est vrai que tout le monde appelle à une assise pour continuer à réfléchir sur les rapports que les SE devraient avoir avec les maires afin d'alléger un peu la tâche à ces SE-là, qui, ma foi, sont en de véritables difficultés. Ça ne pose aucun problème à personne de s'asseoir pour discuter. C'est toujours bon de s'asseoir et de discuter. De s'asseoir et d'évaluer un programme après un temps. Et je pense que cette évaluation est nécessaire pour réajuster ce qui doit l'être afin que... On n'en fait qu'un an et demi à peu près, hein? Un an et demi, oui. Bon, vous pensez qu'on doit faire combien? 3? 5 ans, toute une mandature pour voir ce que ça peut donner. Il y a toujours des évaluations à mi-mandat, oui. Mi-mandat pour voir un peu. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut toujours corriger. Vous savez, il est arrivé qu'on soit obligé de modifier des lois en cours de processus électoral. Donc, pendant le mandat des maires, on doit aussi pouvoir, si c'est nécessaire, faire les ajustements nécessaires. Moi, je pense que les réformes étaient pour la bonne cause. Les réformes étaient bonnes. Puisque, comme vous l'avez dit, très peu de gens ont porté des critiques objectives sur les réformes. Mais dans la pratique, le problème qui se pose, c'est un problème de guerre de leadership. Tout à fait. Allez, un dernier sujet, hein. Je crois qu'on a encore 3 à 4 minutes pour échanger autour du dernier sujet. C'est la mise sur le pied par le gouvernement du comité des rites vaudous. D'abord, pour un premier axe d'analyse, comment est-ce que vous appréciez cette idée? Vous trouvez cette idée? Elle est géniale. Ah oui, en quoi? Elle est formidable. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort pour le dire. Le président a été mais bien inspiré. Oui, mais est-ce que ce n'est pas... C'est une république laïque quand même. On ne va pas commencer à promouvoir le nous avons beau être laïque. Oui, les autres religions aussi ont besoin d'un comité de rite pour Ils ont toujours eu leur comité depuis des décidé par le gouvernement. Si le gouvernement décide, vous verrez qu'ils diront au gouvernement de quoi tu te mêles. Parce qu'ils ont leur entité, ils ont leur chapelle, ils savent comment ils s'organisent. Mais le vaudou, c'est notre identité. Quoi qu'on ait pu venir ajouter après, le vaudou, c'est nous ça. D'accord? Nos ancêtres nous ont légué des valeurs très importantes, qui sont immuables, contrairement à ce que j'observe sous d'autres cieux. Les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées sont totalement immuables. Ça ne change pas, quel que soit le temps qui passe. Ce qui était sacré hier est sacré aujourd'hui et le restera jusqu'à la fin. C'est quoi? Vous êtes très conservateur, là? Je suis très conservateur. Parce que c'est... Attendez. C'est une chose naturelle que de chercher à savoir qui on est. C'est une chose très naturelle que de travailler à savoir qui l'on est. N'est-ce pas? Je ne suis pas français. Je ne suis pas canadien. Même si on a une très belle veste. Je ne suis pas canadien, merci. Et une belle cravate. Merci au passage. Je ne suis pas canadien, je ne suis pas japonais. Je suis africain, je suis béninois d'Afrique. C'est une identité. Mais comment est-ce que j'assume cette identité? Qu'est-ce que ça va changer à l'état actuel du vaudou ou à la perception qu'on a aujourd'hui? Non, rien ne changera du jour au lendemain. Okay. C'est très clair. Mais c'est de mettre la dimension intellectuelle et la dimension culturelle au service de la promotion du vaudou qui fait quelque chose de particulier. Les gens qui vont visiter le Bénin d'ici quelques années sauront quel pays ils visitent. Ils sauront ce que nous faisons. Il y a, quelque part, j'ai vu qu'ils ont, le comité a la mission de labelliser. Ça, je dis, mais c'est formidable. Oui, mais est-ce que le profil de ceux qu'on a réunis, ça vous va? C'est pour ça que je vous parlais d'intellectuels qu'on associe à l'image de... Le vaudou est déjà devenu... comment dire, une matière universitaire. Oui, mais les meilleurs connaisseurs de vaudou ne sont pas forcément les intellectuels et les universitaires. Hein? Et il n'y a pas que les universitaires dans le comité, justement.
il y a aussi des pratiquants, des praticiens du vaudou qui sont de différentes obédiences. Ils n'appartiennent pas tous au même couvent. Il y a des différentes obédiences. C'est vrai qu'on n'a pas pu, on ne pouvait pas mettre tout le monde dedans. Hein, oui, justement, c'est le grief qu'on porte contre le comité. Non, on peut pas. Certaines localités réclament avoir des représentants parce non, que... ce n'est pas... Ce comité est chargé de faire un travail de valorisation de notre culture. Ce n'est pas... je ne sais pas, ce n'est pas un gouvernement du vaudou qui a été formé. Hein? C'est des gens... Ça en a tout l'air, puisque c'est eux qui vont piloter le travail, c'est eux qui vont faire les investigations qu'il faut. À la fin, ils auront rendu service à l'État, mais ils ne vont pas créer un couvent à eux qui va superviser les autres couvents qui sont au sein de la République. Non. Ils vont travailler dans nos cultes. Ils vont aller chercher la connaissance fondamentale qui existe. À côté de la connaissance fondamentale, il y a des forces occultes que les gens manipulent à tort et à travers et qui pourrissent complètement l'image du vaudou. Le problème qui est lié justement à la configuration et au profil des personnes, c'est justement que d'abord, on ne vous admet pas dans tous les couvents comme cela, simplement parce que vous êtes tel responsable ou tel autre. Et quand vous n'êtes pas d'une partie, enfin, vous ne relevez pas d'un milieu culturel ou socio-culturel, ce sera difficile de comprendre un peu le mécanisme de fonctionnement de ces milieux-là, non? Je m'imagine difficilement un acteur, qu'il soit même intellectuel, du Sud en train d'entrer si facilement dans les couvents vaudous du nord du Bénin. Et pourtant, ça se fait. Parce qu'il n'y a pas un milieu plus tolérant que celui du vaudou. Il n'y a pas un milieu plus tolérant que celui du... Vous verrez rarement le vaudou attaquer d'autres religions, oui, mais pour le plaisir de s'imposer. Ceux qui leur font la reproche disent qu'ils le font en silence. Non, en silence, c'est déjà... Et derrière. En silence, c'est déjà... Dans l'ombre. En silence, c'est déjà à saluer. C'est pas hypocrite, ça. Il est très rare qu'on empêche... Les Européens viennent dans nos couvents. Tous les jours, hein. Les gens viennent de France, du Canada, des États-Unis. Ils ont tout acheté d'ailleurs. Ils vont dans nos couvents tous les jours. Donc, le milieu du vaudou n'est pas un milieu fermé que je sache. Donc, je ne vois pas du tout en quoi le fait que certaines localités ne soient pas représentées dans le comité pourrait... mais vous voyez, pourquoi il est important de faire ça? Parce que les valeurs qu'on nous a léguées là, nous sommes en train de les perdre. Quand on a été élevé dans l'esprit de la connaissance africaine, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas s'amuser avec les biens de l'État, les ressources de l'État. On ne peut pas s'amuser avec la vie humaine. On ne peut pas devenir gaïmen, par exemple. Les sociétés africaines n'étaient pas parfaites par le passé. Hein? Je ne dis pas ça. Oui, elles n'étaient pas sans faute. Je ne dis pas ça non plus. Oui. Mais vous parlez de quand? Ben, même à hauteur de 1970, on avait encore des sociétés... En 1970, nous avions déjà été colonisés depuis longtemps. Oui. Donc, ce n'est plus la même société. Vous voyez ce qui se passe sur TikTok? Je ne suis pas très abonné, mais bon, j'en ai peut-être une idée. Dans le pays qui est le nôtre, avec les valeurs qui sont les nôtres, la culture qui est la nôtre, je suis révolté que le gouvernement laisse ce réseau-là au nom de la liberté d'expression. Nous sommes en démocratie, les libertés individuelles. Les libertés, il faut les contrôler quand elles ne profitent pas. Il y a des dégâts. Vous êtes journaliste, hein? Vous devrez défendre la liberté. Je défends la liberté d'expression, mais je ne défends pas le libertinage. Je ne peux pas, je ne saurais défendre le libertinage. Moi, vous savez, quelquefois, il m'est arrivé de faire un tour sur TikTok. Après 0h, 1h du matin, mais vous êtes scandalisé. Si le gouvernement n'intervient pas pour mettre un terme à cette déliquescence morale, nous ne pourrons jamais rattraper ce qui sera gâté, détruit complètement. Et il est important de le dire, parce que quand le président s'est lancé dans la chasse aux gaïmen,
nous avons tous applaudi. Parce qu'il n'est pas convenable que dans la société qui est la nôtre, que les enfants à qui nous allons léguer notre héritage soient pour la plupart des délinquants financiers. C'est pas normal. Mais si on les laisse, faire ce qu'ils font sur TikTok là, c'est une faute. Le gouvernement va trouver les mesures. Il faut rester républicain. Vous savez, ceux qui ont créé TikTok, oui, ce sont les Chinois. Oui. Vous ne verrez jamais en Chine des jeunes faire ce que nos jeunes font avec TikTok là. TikTok c'est un instrument de partage de la connaissance. De grande communication. Anissé Carlos, ok, vous êtes analyste politique. Merci d'être venu donc sur ce qu'il fallait démontrer. C'était donc un tout premier rendez-vous de cette émission, ce programme désormais disponible sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Ce fut un plaisir d'avoir été des vôtres. On va vous souhaiter de passer de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.